Né à Cagnola le 15 décembre 1966, il fit ses études primaires à l'école primaire de Mugogo, secondaire une partie au collège Alfadjiri, une autre à l'Atnedi Banda. Universitaire, d'abord à l'université de Kinshasa, puis à l'université catholique de Bukavu. Ancien RDGA de l'université catholique de Bukavu, où il devint économiste de première promotion en 1996. Il travailla au BDD, Bureau diocésain de développement de Bukavu, coordination de développement, et il obtint sa bourse d'études pour le 3e cycle et devint spécialiste en économie internationale et spécialiste en développement à l'université jésuite de Namur, Belgique. Il obtient le titre de professeur agrégé pour l'enseignement des sciences économiques dans la même université. Il obtient également le certificat de compétences en gestion et planification de projets, coopération technique belge, CTB en cycle. Il obtient le certificat de compétences en gestion et planification de projets, coopération technique belge, CTB en cycle, pour être nommé définitivement dans les cours qu'il enseigne à Namur, au département des coopérations internationales, où il a satisfait à la certification d'aptitude pédagogique pour enseigner de sciences économiques dans l'enseignement supérieur. Actuellement, il enseigne dans le département des sciences économiques et gestion dans 2 programmes d'études, la coopération internationale et le développement durable. Expert dans le programme OIM PNUD, bonne gouvernance, il fut retenu comme expert en planification des investissements stratégiques pour la République démocratique du Congo. Il rédigea un rapport après plusieurs mois de travail d'expertise au ministère du Plan à Kinshasa, à la présidence de la République sous Kabila, au ministère de Budget et au ministère des Affaires étrangères. Au-delà de ses enseignements, il se justifie d'une expérience dans plusieurs domaines. Il travailla au département de coopération internationale dans la ville de Namur en qualité de chargé de mission pour la République démocratique du Congo, le Sénégal, le Burkina Faso, le Kosovo et le Canada. À ce titre, il prit part à l'élaboration du plan de développement de la ville de Kinshasa. Il prit part à plusieurs missions à Kinshasa dans le cadre de la DGCD, de l'UVCW et la ville de Namur. Il mobilise ses compétences dans la gestion du transport. Il travailla à l'optimisation intermodale du transport chez Transitec, un cabinet suisse qui conseille le gouvernement de l'Union européenne sur l'optimisation intermodale de transport et mobilité. Il est membre du cercle prestigieux des études européennes et internationales. Il est membre de New Namur Europe Wallonie, qui réunit les hommes et femmes influents de Wallonie en vue de promouvoir l'image de Namur, capitale dans le monde. Il est initiateur du CICO, ou Centre d'initiative congolaise de Belgique, dont il assure la présidence. Il anima plusieurs conférences en Belgique et au Congo en collaboration avec plusieurs organisations dont le CICO, le Facultés agronomiques de Ganglouk en Belgique, le Cercle d'études européennes et internationales, le Centre Wallonie Bruxelles à Kinshasa et autres. C'était sous la thématique centrale le défi de la bonne gouvernance politique, économique et sociale confronté à la rationalité des choix publics. Finalement, il introduisit des documents auprès des autorités sous la présidence du chef de l'État Félix Tshisekedi, dont le premier en 2019 à Kinshasa, portant sur la stratégie agricole pour assurer la productivité et le développement du secteur agricole, et le deuxième en 2020, proposant au président de la République un plan stratégique pour une croissance économique durable en République démocratique du Congo. Notre personnalité d'honneur aujourd'hui, nous recevons le professeur Alex Lumpali. Bien voilà, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision EK, vous venez de le suivre dans notre prélude avec cette belle biographie. Ça sera l'émission Etcheom, la première de l'année
2021, une émission que vous attendiez patiemment parce que vous savez, c'est comme ça que ça se passe chez nous. Et Tchéomo, voici l'homme aujourd'hui dans ce numéro, comme vous l'avez suivi dans cette biographie. Nous sommes déjà avec lui sur ce plateau, le professeur Alex. Oui, il est là, le professeur Alex Lompali. Professeur, bonjour et bienvenue. Bonjour Stanislas du ciel. Voilà, on dirait la première fois que vous êtes reçu dans une émission dans la ville de Bukavu, surtout une émission en télé du genre Tchéomo. On ne sait pas quelles sont vos impressions aujourd'hui là. Ce n'est certainement pas la première fois parce que à chaque fois quand je passe par ma ville natale ici, j'ai toujours cette belle opportunité de faire des rencontres au travers effectivement de vos médias. Je tiens à vous en féliciter d'ailleurs. Ouais. De m'adresser à tous les amis que j'ai connus ici, à la plupart des gens de notre province. En tout cas, ceux qui suivent vos émissions. Et je ne manque jamais, évidemment, de signaler ma présence par ici. Je le fais par différentes chaînes, la RTNC, Maendeleo et bien d'autres. Je suis très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Voilà, là on a parlé de vous, on a parlé de ce que vous êtes. On ne sait pas s'il y a des petites choses, 2, 3 qu'on a oubliées, que vous aimeriez peut-être augmenter à la portée de ce grand public. Non, il y a, mis à part, je crois, une synthèse que vous avez bien présentée. Je suis un fils de ce pays, je suis né à Cagnola, vous l'avez précisé. J'ai toujours l'immense plaisir, effectivement, de revenir par ici avec un sentiment du devoir. Peut-être pas comme acteur de premier rang, mais tout simplement de partager l'expérience que je puis accumuler au travers, effectivement, de la vie que je mène et de l'autre côté en Europe depuis une vingtaine d'années, et de penser que ça peut être intéressant, effectivement, de plus ou moins prendre part active, si vous voulez bien, à cette, je vais dire, une grande construction qui se met en place au travers de nouvelles institutions démocratiques. C'est un gros chantier, pour ne pas parler de 5 chantiers. Ouais. Ouais. Voilà donc, vous qui nous suivez, téléspectateurs, sur vos petits écrans, vous avez nos numéros, les numéros de l'antenne Tchéomo. Vous aimeriez aussi nous dire comment vous nous suivez de partout dans la ville de Bukavu. Vous autres aussi qui aurez cette opportunité de nous suivre ici via les réseaux sociaux, via YouTube. Ça ne sera pas aussi mauvais de nous dire comment vous nous suivez, surtout via WhatsApp parce que vous avez nos coordonnées là sur vos petits écrans. Mais professeur, depuis un temps, vous quittez la ville de Bukavu, mais vous revenez quand même dans la ville de Bukavu. Vous la rencontrez. Est-ce qu'elle est toujours attirante, comme auparavant, jadis je prends la date 1996, pendant que vous avez terminé vos études jusqu'à aujourd'hui là. La grande différence. Elle sera toujours attirante, parce qu'il y a une charge sentimentale très, très forte quand on est né quelque part. Bien sûr que sous d'autres aspects, à l'occurrence ici l'aménagement territoire, il est chaotique. C'est une ville qui ressemble tout simplement à ce qu'on peut appeler un monstre. Hein? Ouais. Donc certainement qu'il y a des défis énormes, ne serait-ce qu'au niveau urbanistique. C'est visible à l'œil nu quand on arrive ici. Au niveau des services de base, c'est un chaos total. Les routes sont dévastées, c'est des trous. Ben, le premier sentiment qu'on a quand on arrive dans notre chère ville ici, c'est ce qu'on va se dire tout simplement, l'État n'existait pas. Il n'y a nulle part où un État existe, peu importe le moyen. Ouais. Okay? Et surtout, s'agissant d'un pays comme la RDC, avec tout ce qu'il a comme potentiel. Quand je parle du potentiel, il faut bien considérer les ressources humaines. La plupart des gens ici sont des gens suffisamment bien formés, aguerris. Il y a un paradoxe terrible de voir à quel niveau des gens formés peuvent laisser dépérir une ville comme Bukavu. C'est pour moi un manque de responsabilité et il faut le souligner avec la plus forte énergie. Il faut admettre aussi que s'agissant des services de base, on rencontre très rapidement ici un gros déficit, ne serait-ce qu'au niveau de services de l'eau, ouais, de l'électricité. Vous savez, ces services de base sont des fondamentaux, de véritables indicateurs de développement. Et lorsque vous êtes dans une région, un pays comme la RDC, et que les éléments essentiels qui permettent à un peuple de déployer son potentiel ne sont pas là, ça signifie que la responsabilité des gens qui gouvernent est très, très engagée.
À vous entendre parler la bonne gouvernance ou la gouvernance en République démocratique du Congo, pourquoi pas aussi de Kivu, fait partie de votre grand cheval de bataille, votre grand cheval de bataille. On ne sait pas si vous croyez au moins en cette gouvernance bonne en République démocratique du Congo avec tout ce que vous avez assisté depuis bien avant là et aujourd'hui. Il y a un véritable déficit de gouvernance. On ne peut pas parler de bonne gouvernance là où les services de base ne sont pas évidemment satisfaits, rencontrés. On ne peut pas parler de bonne gouvernance lorsqu'on est dans une région à très forte potentialité agricole et que vous avez des quantités d'hommes, de femmes, des enfants, de vieux qui meurent de faim, littéralement de faim. On ne peut pas parler de bonne gouvernance lorsqu'effectivement il n'y a pas de véritables politiques qui sont induites et qui permettent effectivement de mener des actions avec la plus forte énergie pour engager une transformation, pas seulement économique, elle doit être sociale. Il faut qu'il y ait un impact réel effectivement de toutes les mesures économiques qui sont éditées afin que les gens le perçoivent, les vivent et que cela permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Je tiens bien sûr à préciser que parler de la bonne gouvernance signifie être dans ce que le président Félix Tshisekedi, votre cher président, notre cher président de la diaspora, appelle affectueusement, avec responsabilité, ce qu'il appelle un état de droit. Mais un état de droit, ça suppose effectivement que les gens acceptent l'existence des règles et qu'ils réalisent, acceptent que ces règles sont contraignantes. Mais il faut bien, et c'est là la responsabilité première de ce qui gouverne, de faire respecter les lois et les règles. Cela, bien sûr, exige de la part, pas seulement du chef de l'État, mais lui en premier, du membre de son gouvernement, pas seulement de disposer des compétences, qui peuvent être techniques, mais il faut bien que ce soit des hommes et des femmes disciplinés. Sans discipline, vous pouvez disposer des compétences, vous ne serez pas en mesure, effectivement, d'engager des transformations importantes au niveau de la société. Vous ne pouvez pas combattre la corruption si vous êtes vous-même corrompu. Voilà. Donc, il va sans dire, je tiens chaque fois à le souligner ici, lorsqu'un chef de l'État veut transformer fondamentalement un pays et lui doter des institutions capables de piloter de véritables programmes de développement, il va falloir qu'il recrute dans son entourage, à l'échelle, bien sûr, nationale, il doit recruter d'abord des compétences avérées. Voilà. Ce ne sont pas des compétences de complaisance, pas des choses qu'on connaît superficiellement. Il faut bien penser que les hommes et les femmes compétents, c'est à l'instar d'un médecin qui, sur la table chirurgicale, va évidemment essayer d'apporter la vie à un malade. Et il ne peut pas le faire par hasard. Okay? Mais en même temps, il faut qu'il dispose des moyens nécessaires qui lui permettent, lui-même, de déployer ses propres compétences. La responsabilité du chef de l'État, la responsabilité de tous les ministres, le gouverneur, ce n'est pas de s'entourer de gens de leur coterie tribale. Ce n'est pas de s'entourer par complaisance de gens qu'on a connus. Des amis. Ça doit être tout simplement qu'on vise la compétence. Je comprends bien sûr qu'il y a des contraintes géopolitiques. La plupart des chefs d'État, surtout en Afrique, sont confrontés à ce genre de contraintes géopolitiques où il faut plus ou moins se partager les gâteaux, où il faut parfois viser ce qu'on appelle des leaders d'opinion, un chef coutumier pour contenter une collectivité. Et la plupart des fois, on passe à côté, évidemment, de l'exigence fondamentale. C'est la compétence. Moi, je suis convaincu que si le chef de l'État veut transformer ce pays, il va devoir absolument revoir sa copie, sa propre copie, et se doter des hommes, de femmes très compétentes, et si je parle de femmes, des hommes très compétents, mais surtout des gens qui ont une certaine abnégation, qui ne sont pas dans une certaine philosophie logique de cupidité, mais qui font passer d'abord l'intérêt général en avant de se servir. On ne peut pas dire, c'est vrai, qu'un homme sans ambition personnelle pourrait répondre à l'exigence populaire en termes d'intérêt général. Non, bien sûr. Voyez-vous, quand vous allez à l'école, il y a d'abord une exigence pour vous, il y a l'ambition, vous travaillez dur
vous pensez d'abord à ce que vous devez réaliser pour vous-même, votre famille très proche. C'est naturel, ça existe partout. Mais simplement, il faut transcender cela, il faut à ce moment-là acquérir ce qu'on appelle un sentiment nationaliste. Il faut aimer le pays, il faut aimer sa patrie. Et pour aimer, il y a un sacrifice qu'il faut consentir. Lorsque vous avez des hommes et des femmes politiques qui n'ont pas le sens du sacrifice, ils ne peuvent pas transformer un pays. Les gens, il faut le dire ici chez nous, il n'y a pas que seulement au Congo, mais c'est désolant quand on observe les pays voisins, à l'instar du Rwanda. Ouais. Mais vous vous dites bien que nous sommes dans la complaisance et la jouissance. Il faut que ce qui gouverne soit des modèles. Ouais. Dans la simplicité, dans la dureté de l'action, dans la discipline personnelle. Cela doit paraître en toutes circonstances. Je ne suis pas en train de dire que les hommes et les femmes devraient être malingres, des gens qui se négligent. Pas du tout, loin de là. Je suis en train d'insister sur ce qui est essentiel, à savoir le retrait qu'un homme doit pouvoir faire par rapport au sentiment égoïste qui est naturel, ouais. Et que la responsabilité implique effectivement un dépassement. Il faut transcender, n'est-ce pas, l'égocentrisme qui mine, je crois, les efforts des quantités d'intellectuels que nous avons dans la province, à telle enseigne effectivement que tout étranger qui arrive ici, il va se moquer de tous les gens qui gouvernent et de nos diplômes. Ouais. Bon voilà, et à vous attendre parler, professeur, vous avez des rêves. Parce qu'on trouve que vous avez un langage très consistant, surtout en matière de la bonne gouvernance. Je rappelle d'ailleurs qu'on a commencé l'année 2021 au site Kivu, votre terre natale, avec l'insécurité qui bat encore et corps. Hein. Ça se chante déjà ça et là. Des justices populaires signalées à Katana, et la nuit d'hier, à Niantende, des bombes à solution, des personnes tuées. Donc on dort, on se réveille déjà dans une nouvelle année avec l'insécurité qui bat record. On vous attendre parler, vous êtes très consistant dans votre langage, mais vous avez quand même des rêves. Vous avez des rêves, il y a eu peut-être certaines propositions que vous avez essayé de faire jadis pour remédier à certains problèmes auxquels notre pays, notre province est confrontée. On ne sait pas si on peut avoir une idée là-dessus. Je dois être honnête et dire effectivement qu'en matière de sécurité, je n'ai pas fait d'études approfondies sur la question. Ouais. Mais tout évidemment, n'importe qui, du commun du mortel, jusqu'à ce qu'il peut réfléchir davantage sur cette question, ouais. Mais tout ce que les hommes et les femmes partout dans le monde demandent, c'est la paix. Mais qui est censé garantir les conditions de la paix dans un pays, c'est la modernité, ce sont les États. Ouais. Jadis, c'était nos ancêtres qui s'organisaient à titre personnel, collectif, au sein des tribus, des ethnies, et qu'en sais-je encore, ouais. Et pouvaient défendre leur territoire. Ouais. À l'heure d'aujourd'hui, dans la société moderne, ce sont les États. La première mission d'un État, c'est de garantir l'intégrité territoire, d'assurer la sécurité des hommes et de leurs biens, et la mobilité, j'allais dire parfaite sur les territoires. Voilà. Mais pour ce faire, ils ne font pas que ce soit un État moribond. Ils ne font pas que ce soit un État où on dilapide les ressources. Ils ne font pas que ce soit un État où il y a un déficit en termes de capacité à pouvoir réaliser des objectifs et de se contenter tout simplement d'une solution très minimaliste. En d'autres termes, vous savez, on peut bien épiloguer sur la question sécuritaire, ouais. Sur la question des compétences, sur la question des hommes et des femmes, le sens de l'abnégation, de la discipline qu'il faut avoir. Mais en effet, c'est cette discipline, c'est cette compétence qui doit induire que des hommes et des femmes soient capables de faire une programmation stratégique de moyens et surtout des mobilisations de moyens, ouais. Et de démultiplication des capacités. De telle manière à ce que, regardez quand vous êtes dans la ville de Bukavu, il y a une activité intense. Ouais. Mais c'est un chaos. Je me demande bien quelle est cette administration qui pourra percevoir de manière régulière et selon les règles conventionnelles d'un État de droit, quel est ce service de l'État qui pourrait mobiliser les recettes qu'il faut pour cette province. Je ne dis pas que ces recettes n'existaient pas, ouais. Mais les contextes, le moyen, les désordres, un chaos terrible qui règne, pas seulement à Bukavu, à Kinshasa, quand je suis de passage, je constate la même chose.
signifie tout simplement que l'État n'a pas modernisé l'administration. Nous entrons dans un bureau et les gens travaillent à peine. Ils n'ont pas le moyen de leur travail. Si on n'a pas modernisé l'appareil administratif, il va être difficile de mobiliser les recettes publiques nécessaires et parlant de pouvoir effectivement assurer ce qu'on appelle une affectation optimale de ces ressources, de telle manière à créer effectivement les conditions du développement de ce qu'on appelle l'appareil multisectoriel de l'État. L'ensemble des secteurs de la vie nationale, en l'occurrence l'armée. Et c'est un secteur, évidemment, qui doit mobiliser davantage de moyens. Mais comment voulez-vous le faire si vous êtes un État corrompu? Si vous avez à la tête de l'État des hommes et des femmes qui n'ont pas compris que pour assurer la sécurité, il faut d'abord une discipline, il faut la compétence, il faut moderniser ce secteur et qu'il faut une programmation stratégique pour relancer l'activité, la production, créer un surplus de richesses. C'est seulement quand vous avez de moyens conséquents que vous pouvez garantir aux hommes, aux femmes qui assurent la sécurité territoire, et nous avons l'occasion ici, en tout cas de les saluer. Ils font du travail, beaucoup, du bon travail, dans des conditions pénibles. Il y en a d'autres, évidemment, qui ne sont pas forcément de bons éléments. Le chef de l'État, en tant que chef des armées, son autorité, va tout simplement lui permettre d'assurer les commandements et d'impliquer l'ensemble d'acteurs dans ce qu'on appelle la vision du chef de l'État. Mais si on n'a pas travaillé autour, regardez l'ensemble des conditions qui permettent de mobiliser les moyens nécessaires, les injecter, ce qu'on appelle les dépenses publiques. Il faut que ces dépenses soient évidemment engagées avec la rigueur, avec l'intelligence, avec la stratégie. De telle manière, effectivement, c'est qu'un pays pauvre, nous restons des pays pauvres, il faut le reconnaître. Là, on pourra analyser la question une autre fois. Et je vous dirai pourquoi nous sommes pauvres, tout le monde le sait. Et en fonction de cela, donc, l'État pourrait engager des dépenses substantielles qui permettent de moderniser une armée. Vous voyez, je résume, il y a le rôle de l'État lui-même en tant que celui qui assure le fonctionnement optimal des institutions et qui est le chef des armées, son autorité doit lui permettre effectivement de maintenir les hommes dans les rangs. La deuxième chose, c'est le moyen budgétaire. Et il n'y a aucune armée au monde qui soit forte si effectivement elle n'est pas dotée de moyens logistiques, si elle n'est pas dotée de capacité à transformer la mentalité, la formation, à conférer des savoir-faire. Le plus important aux troupes. Et regardez très bien, le budget des États-Unis sur le plan militaire avoisine à peu près les 700 milliards. C'est ça. Et regardez notre maigre budget. Donc, ça nous donne une idée sur notre incapacité. C'est une aberration de dire nous sommes capables de défendre notre territoire, d'assurer l'intégrité du territoire, si notre petit budget reste de 4-5 milliards avec un financement extérieur. Voilà. Bon, et puis si nous parlons directement de votre domaine, on rappelle que vous êtes économiste. Et aujourd'hui, à République démocratique du Congo, on a encore de problèmes liés à l'économie. On ne sait pas si vous pouvez aussi brosser dans ces sens là-bas la politique économique en République démocratique du Congo. Est-ce que avec le taux aujourd'hui, tantôt on dort, on se réveille, on est à 2000, à 220, ça dépend, bon, tout ça. Et la situation aussi économique actuelle où la pandémie coronavirus a presque tout bouleversé. Pensez-vous qu'il y a encore un moyen de sauver la République démocratique du Congo de ce trou, de le tirer de ce trou où il se retrouve actuellement? Il faut vivre d'espérance et il faut évidemment que des hommes et des femmes aient la foi en l'avenir. Ils doivent être déterminés. Mais encore une fois, je voudrais insister sur la discipline. Vous ne pouvez pas transformer un pays si les hommes ne sont pas disciplinés. Je dirais, le cheval de bataille du chef de l'État, c'est vraiment de trouver des hommes disciplinés, au vrai sens du mot. Et s'agissant de la question économique, elle est vaste. En économie, nous avons une règle d'or. Les grands économistes, l'histoire de la pensée économique, je ne vais pas revenir sur de grosses théories, mais nous enseignent comment il faut créer la richesse. Et vous savez, fondamentalement, depuis la nuit des temps, les hommes, les sociétés qui ont transformé leur société ont appris à assurer ce qu'on appelle la combinaison de deux facteurs. Le travail et le capital. Ça, c'est le challenge.
Et puis, il faut conjuguer ça à l'émergence d'une nouvelle mentalité qui consiste à mettre dans les esprits des hommes, de femmes, la nécessité d'accumuler du capital. Et l'accumulation du capital va tout simplement nous imposer deux règles majeures. La première, c'est ce qu'on appelle un calcul économique. Okay? Il faut bien mesurer le prix de vos facteurs de production. Si j'engage un homme solide comme toi, il me coûte combien? Parce qu'en réalité, dans le processus productif, c'est ces coûts qui vont me permettre d'apprécier la valeur, n'est-ce pas, de ce que nous appelons dans le langage économique très sophistiqué, l'output. Voilà. Okay? Et la meilleure combinaison de facteurs signifie donc qu'il faut choisir le moyen de production dans ce qu'on appelle un rapport coût-qualité qui sont efficaces, mais en réduisant substantiellement les coûts. Vous voyez, c'est un aspect technique. Ouais. Et il faut, bien sûr, après avoir fait ces calculs économiques, il faut assurer ce qu'on appelle le calcul technique. C'est comment est-ce que je combine finalement ce facteur de production. Mais cela, on doit l'insuffler dans les têtes de tout entrepreneur dans ce pays. On doit l'insuffler dans les têtes de tout le monde, à quelque niveau que ce soit au niveau du gouvernement central, du gouvernement provincial, et qu'en sais-je encore. Ouais. Je veux dire tout simplement au niveau de tous les agents économiques. Voilà, dans le langage très simple, on va dire, il faut que des activités qui sont menées soient des activités rentables. Non pas rentables pour la rentabilité, parce qu'il y a quand même une contingence de telle manière qu'il faut sauvegarder la question environnementale, qui ne font pas s'enrichir vaille que vaille et oublier les gens qui sont les plus faibles dans la société. Non, il y a des ajustements, bien sûr, qui doivent être faits. Je suis en train d'insister simplement ici sur la règle économique. Okay? Et un des grands penseurs en économique, tous les économistes connaissent bien, moi je suis un adepte de ce qu'on appelle l'économie keynésienne. Ouais. Voilà, donc c'est celui qui considère que pour relever le niveau du PIB, le niveau de la richesse dans un pays, il faut assurer une combinaison de facteurs majeurs que je vais vous énumérer très brièvement ici et tout le monde peut le comprendre. Voilà. Il faut relever les niveaux de consommation à l'intérieur du pays. Donc si on ne paye pas le salaire des agents en temps réel, et vous ne vous imaginez pas ce que ça fait. Que ça fait du mal à l'économie. Parce que tout simplement, lorsque vous n'avez pas votre salaire, vous ne payez pas votre loyer. C'est ça. Et vous ne savez pas acheter du pain, ni des haricots, ni qu'en sais-je encore. Vous êtes donc, hélas, en train, vous, d'être dans cette panoplie de gens qui en réalité désirent disposer de biens pour satisfaire leurs besoins, mais qui n'ont pas le pouvoir d'achat nécessaire pour le faire. L'impact est direct, évidemment, sur la production, le processus de production. Parce qu'à ce moment-là, on aura, lorsqu'on n'a pas payé le salaire à temps, que ce soit le privé ou le public, on aura créé une contraction, n'est-ce pas, de la demande de biens et de services. Ouais. Et quand vous contractez la consommation, c'est le moteur du développement, ça signifie que les entreprises vont tomber dans une forme d'asphyxie. Elles ne peuvent pas continuer à produire de biens et de services qui ne sont pas absorbés par une demande réelle, c'est-à-dire des hommes et des femmes, des agents économiques qui disposent d'un pouvoir d'achat ou de pouvoir d'achat et qui, comme vous le savez, quand vous êtes un producteur de bananes, si quelqu'un les achète, ça vous stimule à produire davantage. Okay? Ouais. Donc la consommation est un problème important. Ici, les politiques qui doivent être élaborées doivent l'être d'abord sur ce premier paramètre. Le deuxième paramètre, évidemment, c'est l'investissement. Et je suis outré, choqué, la plupart des fois, quand j'entends le ministre au gouvernement central et dans les provinces en train de faire des promesses. Nous allons organiser, transformer. Mon Dieu, il n'y a personne qui évoque et qui insiste beaucoup sur la question fondamentale de l'investissement. Voilà. Vous ne pouvez pas créer la richesse si vous n'avez pas consenti de l'investissement. Et l'investissement, il peut être privé comme il peut être public. Voilà. Bien sûr qu'il faut aller au-delà et dire que l'État lui-même doit mettre en place ce qu'on appelle des incitations économiques à l'investissement. Ouais. Par exemple, le fonds, comment vous appelez ça, l'FPI. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit un truc de copain. Il faut que ça fonctionne avec des règles, que toute personne, congolais, congolaise, même étranger, qui a un projet susceptible effectivement de créer un surplus d'activité économique, soit capable effectivement d'accéder à ce fonds.
il faut évidemment baisser les taux d'intérêt pour stimuler effectivement à la fois la consommation, mais également l'investissement. L'État lui-même doit engager ce qu'on appelle des véritables dépenses gouvernementales. Okay? Et ces dépenses gouvernementales, bien sûr, prennent une part dans l'ensemble de salaires qu'il doit verser, n'est-ce pas, à tous les agents de la fonction publique. Ouais. Être capable lui-même de payer les fournisseurs de biens et de services, n'est-ce pas, dans les différents ministères et différents services de l'État. Il doit être donc modèle exemplaire. Mais surtout, dans les services de base. Et pourquoi? Parce que, regardez très bien l'implication de la route. Si vous avez des mauvaises routes, non seulement vous perdez le temps pour aller travailler, ok? Ouais. Time is money, comme on le dit en anglais. Ouais, c'est ça. La deuxième chose, non seulement vous aurez perdu le temps, mais regardez très bien combien un producteur ici à Moudaka, quand il a produit des tomates et qu'il ne sait pas les écouler au soir ici, mais ces tomates peuvent être tout à fait avariées. Oui, oui. Et vous imaginez les longues distances jusqu'à Chabunda et quand sais-je encore. Vous avez donc un potentiel énorme au niveau du secteur agricole, mais malheureusement, la route qui est un vecteur à peu près comme vous voyez, le sang pour que se diffuse dans les corps humains, que vous ayez la vie, mais il faut que tout cela fonctionne. La route est un vecteur par excellence. Bien sûr, l'ensemble de tous les réseaux de transport, il faut développer les aéroports internationaux, il faut développer le secteur maritime, et quand c'est encore. Mais fondamentalement, la route ici, parce que à l'absence effectivement de relier ou la capacité de relier les centres de production, nos villages, nos campagnes qui produisent bien le chou, le maïs, et quand c'est encore, de le relier au centre de production, et de créer les conditions pour que quantité de denrées agricoles de base ne soit pas avariée, eh bien, lorsqu'on ne l'a pas fait, et ça c'est le rôle primordial de l'État, qu'est-ce qui va suivre? Mais vous allez décourager le paysan à produire. Et quand il est découragé, ça signifie que vous ne lui avez pas apporté votre aide à ce qu'on appelle le soutien du prix aux producteurs. Voilà. Et vous avez donc une économie qui devient malingre, simplement parce que le réseau de communication ne fonctionne pas. Je vais quand même aller beaucoup plus vite parce qu'il y a deux paramètres importants que je vais encore relever ici. Voilà. Donc, les dépenses gouvernementales, bien sûr, doivent permettre à l'État de concevoir, de mettre en place, n'est-ce pas, des infrastructures de base au sens large qui permettent de stimuler l'activité auprès de ceux qui produisent des biens et des services. La dernière chose que je peux évoquer ici, c'est qu'un État ne vit pas dans l'autarcie. L'État est ouvert au reste du monde. Il n'y a plus un seul pays, même la Corée du Nord, je crois, voilà, qui soit strictement fermé sur soi-même. Non, nous sommes dans ce qu'on appelle une économie ouverte. Et cette économie est d'autant plus ouverte avec le phénomène de la globalisation comme phénomène tout à fait nouveau qui s'accompagne fondamentalement du développement de transport, de la communication, de, hélas, un autre aspect qu'on abordera peut-être une autre fois quand je pourrai être de passage ici, c'est la question de la multinationalisation instantanée. Et le rôle de multinationales, quand j'entends les autorités en train de crier sur le toit, les investissements directs étrangers, c'est un couteau à double tranchant. Je tiens d'ailleurs à le préciser franchement pour le chef de l'État et pour l'ensemble de tous ces politiciens qui pensent qu'il suffit d'ouvrir des vannes et vous avez des investissements directs étrangers qui arrivent dans votre pays et ça va vous permettre d'être le plus performant sur le plan économique. Donc ça peut vous asphyxier. Il suffit d'imaginer la problématique de la dette avec le Fonds monétaire international et les politiques d'ajustement structurel qui ont fait tant du mal aux pays du Sud. Qu'est-ce qu'il faut, si vous voulez bien? C'est qu'il faut bien sûr que l'État crée le moyen, et ça demande vraiment de véritables politiques de transformation de nos matières premières. C'est tout un chapitre important qu'il faut ici aborder avec sérénité, avec intelligence, avec stratégie et nous doter évidemment de technologies qui nous permettent, nous, de transformer nos matières premières. Parce que le gros de notre économie, c'est que depuis la nuit des temps, je veux dire la période coloniale, pour ne pas exagérer, le colonisateur, il a organisé l'économie dans son intérêt. Il l'a rendue pervertie.
extravertis. Et donc, ça signifie que les hommes et les femmes politiques qui comprennent doivent évidemment déconstruire ce qui a été mis en place sur le plan structurel. Et la meilleure manière de déconstruire, c'est nous, de nous doter de la technologie à pouvoir transformer nous-mêmes nos matières premières. De telle manière à ce que nous ne soyons pas victimes de ce que nous appelons le brisement des termes d'échange, voilà. Où vous pouvez écouler de matières premières sur le marché mondial, mais les recettes que vous obtenez aujourd'hui vont s'amenuiser au fil du temps, alors même que le produit fini, issu de ces matières premières, vont prendre davantage de la valeur, donc vont vous coûter trop cher. Mais pourquoi cela arrive? Parce que lorsque nous vendons la matière brute à l'étranger, le coltan, quand sais-je encore, le cuivre, eh bien, nous sommes bêtes tout simplement. Et il faut l'admettre. Et si nous sommes conscients que nous sommes bêtes, il va falloir que nous apprenions à être intelligents. Et lorsque nous sommes si bêtes de cette manière, ça signifie que nous créons nous-mêmes notre propre capacité d'être asphyxiés par les produits étrangers qui vont nous coûter de plus en plus cher, alors même que les recettes de nos exportations ne peuvent pas couvrir l'ensemble de nos importations. Il faut donc briser ces termes de l'échange en incorporant encore une fois du capital dans le poste de production, y compris de nos matières premières, jusqu'à les transformer. Ce qu'on appelle une économie à très forte intensité de capital. Voilà. Il faut incorporer du capital, être capable de transformer ce produit, et une fois qu'ils sont transformés, nous pourrions nous aussi mettre sur le marché mondial. Progressivement, il y a des pays qui l'ont fait, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong, etc. sont des modèles, et arriver, n'est-ce pas nous, à vendre sur le marché mondial des produits finis et pas de matières brutes. Enfin, il y a... C'est beaucoup de choses, je m'excuse, mais je dois beaucoup insister sur cet aspect. Enfin, il faut bien sûr conjuguer, n'est-ce pas, cette politique, si vous voulez bien, d'industrialisation et la stratégie qui va de pair, avec, évidemment, deux autres types de politiques fondamentales. C'est la politique monétaire de l'État, et vous avez esquissé un tout petit peu la question taux de change, et la politique budgétaire de l'État. Lorsque nous aurons assez de temps, je pourrai revenir effectivement. Et je repris ça dans les documents que vous voyez ici. Et je tenais à vous dire d'ailleurs que lorsque le président Tshisekedi a accédé au pouvoir, nous, en tant que membres de la diaspora, la plupart des fois, malheureusement, la diaspora est réduite à des gens qu'on voit gesticuler dans les médias. Rester à la diaspora au lieu de rester. Vous avez un dernier mot à lancer à la population congolaise, à nos politiciens, et donc à toutes ces personnes qui vous suivent à pareil moment pendant 1 minute, 60 secondes. 1 minute, 60 secondes. Eh bien, la première chose, je tiens, et je vais le dire fermement, y compris même, je le dis vraiment vis-à-vis du chef de l'État. Lui-même, il est au service de la population. Le patron, c'est le peuple. Ouais. Et celui qui travaille pour le peuple peut être révoqué par le patron à tout moment. Donc ça, c'est la première chose. Ça vaut bien pour la classe politique que pour les populations. Surtout les populations. Il faut qu'elles prennent conscience que la notion du souverain primaire signifie le patron. C'est celui qui engage et qui révoque. Voilà. Désormais, il faut inverser. Ici, vous avez pris l'habitude, les politiciens, ils font n'importe quoi et vous continuez même à les traiter des excellences. OK ? Donc, il n'est pas normal que les gens qui abîment leur ville, comme on le voit ici, vous faites un petit discours, excellence, monsieur, ce ne sont pas des excellences, je suis désolé. OK ? Donc, il faut que la population puisse intégrer, prendre conscience qu'elle est le souverain primaire, que c'est le patron, et que le politique l'accepte. Désormais, ceux qui n'ont pas répondu à vos besoins de transformation de la société, mais je suis encore une fois désolé, si vous continuez à les élire, alors qu'ils ont fait du gâchis, ils ont détruit votre province, ils ont détruit vos vies, vous êtes complices de votre propre autodestruction. Voilà, mesdames, messieurs, c'est par là qu'on prendra fin notre émission, notre numéro Etiomo. C'était vraiment le numéro 1 Etiomo de l'année 2021. Vous allez comprendre pourquoi tout ce temps avec le professeur Alex Lompali, il a dit aujourd'hui, sera avec nous
sur le plateau de la radio-télévision EK et vous avez pas mal donc retenu beaucoup de choses, hein, donc surtout dans plusieurs matières là. Il a essayé un peu de brosser un peu partout là, mais on est sûr que prochainement quand il sera de passage dans la ville, on le recevra encore. Professeur, sinon peut-être juste un au revoir à notre public. Un au revoir, mais je communique à la population de Bukavu, à l'ensemble d'acteurs, que nous, au niveau de la diaspora, en tout cas en ce qui me concerne, j'ai déposé 2 documents à l'intention du chef de l'État et du gouvernement comme participation. J'ai le premier ici, c'est l'aide à la décision de choix des